あの日常が好きだ。エレンに言わせりゃそんなもんはまやかしの平和だったのかもしれんが、やっぱり俺は役立たずの飲んだくれ兵士で十分だったよ。あのなんでもない日常を取り戻すためだったら俺は何でもする。どんだけ時間がかかってもな。Isayama a expliqué dans 2 interviews entre 2010 et 2011 que tous les organismes naissent dans le but de se multiplier. Pourtant, il existe une espèce qui fait bien plus que cela, l'homme. Les humains ont aussi le pouvoir de se réduire. Ils peuvent s'abstraire de cet ordre naturel et ambigu qu'est la multiplication. Cela va à l'encontre de la biologie d'accomplir des choses dont on n'a pas besoin, étant donné que cela viole les règles naturelles inscrites dans toutes les créatures vivantes, comme la reproduction. Cependant, cela prouve qu'on n'est pas seulement des machines faites de matière organique et qu'il y a bien l'existence d'une âme en nous. Le message qui nous a été véhiculé dans ce chapitre était donc prévu par l'auteur depuis le début de l'écriture de son manga. Il donne ainsi une dimension existentialiste et évolutionniste à son œuvre. On y apprend que le parasite se base sur l'hallucigénia, une créature marine qui est apparue il y a très longtemps lors de l'explosion cambrienne qui est une sorte de Big Bang biologique qui a provoqué l'évolution de plusieurs organismes vivants. Ce mille-pattes qui est la source de toute vie organique et plus particulièrement des titans symbolise donc l'évolution. Isayama donne un sens symbolique fort aux titans, comme l'indique le titre du chapitre. Les titans incarnent la mort, soit le contraire de la vie. N'ayant pas d'appareil reproductif, ils ne cherchent donc pas non plus à se multiplier ou à se propager. Ils ne veulent qu'une chose, l'annihilation, devenant ainsi la représentation même de la peur. Toutefois, c'est ironiquement la vie qui a donné naissance aux titans. En début de chapitre, Zeke est porté par un nihilisme néfaste, le poussant à dénigrer tout intérêt à la vie et à faire l'impasse sur son absurdité apparente. Armin s'en fait l'adversaire de manière assez admirable en nous expliquant ce qu'est pour lui la vie. L'auteur nous délivre un chapitre plein d'humanisme et de réflexion sur le sens de la vie en nous expliquant simplement que la chose qui la rend si précieuse, ce sont les petits moments de tous les jours. Ces instants anodins que l'on chérit comme la brise du vent d'automne qui vient effleurer nos joues à l'aurore. Cette sensation de chaleur quand on lit un livre dans son foyer à l'abri du temps pluvieux ou même une simple promenade avec ses amis sur le marché. Les planches d'Isayama semblent empreintes d'une esthétique romantique permettant au lecteur de se plonger pleinement dans la beauté du monde qui l'entoure. Le mangaka s'adresse subtilement à ces derniers et leur fait comprendre qu'ils ont mal compris son œuvre et les messages qui le parcourent. Dès lors, le prisme par lequel les lecteurs lisent le manga ne peut que changer. Là où beaucoup pensaient que cet univers était uniquement défini par le désespoir, l'auteur nous montre que malgré la noirceur qu'elle contient, son manga porte en réalité un message de positivité, d'amour et d'espoir. Tandis qu'Armin ramasse une feuille morte symbolisant les doux souvenirs de son enfance, au travers des yeux de Zeke, c'est une balle de baseball qui apparaît. Ce qui évoque pour l'enfant prodige les moments de pure insouciance qu'il a vécu avec celui qui fut son mentor, mais également son deuxième père, Tom Xaver. Zeke réalise enfin la pensée d'Armin ainsi que sa philosophie. Le jeune major représente ici celui qui a enfin compris le sens de la vie après en avoir compris le non-sens. Shingeki no Kyojin, c'est en réalité l'histoire d'hommes et de femmes qui, après avoir traversé tant de péripéties, finissent enfin par reconnaître la véritable valeur de la vie. La quintessence de l'œuvre réside dans la simplicité des moments de joie qui illuminent ce monde obscurci par la haine. Les différentes représentations du démon de la Terre que l'on a pu voir tout au long de l'histoire dépeignaient peut-être en réalité 3 niveaux de lecture.
Le premier niveau raconte la rencontre entre le roi Fritz et Ymir. Il s'agit de l'histoire que le père de Grisha raconte à son fils, mais également de la première de couverture du livre d'Historia. Dans cette illustration, la fille qui tient une pomme dans sa main a des habits modestes et entourée de plantes sauvages, ce qui peut correspondre à Ymir. Le démon de la terre à côté possède des cornes et semble diabolique, ce qui pourrait symboliser le roi Fritz. La pomme pourrait symboliser ici la scolopendre ou alors la semence du roi Fritz. Le deuxième niveau présente la discussion entre Eren et Historia dans le chapitre 130. Il s'agit de l'histoire qui apparaît dans le livre d'Historia et qui semble correspondre à la quatrième de couverture de son livre. Cette fois-ci, le démon porte une capuche et semble plus timide, ce qui rappelle Eren. La fille sur l'illustration selon Frida s'appelle Krista, ce qui est l'ancien nom d'Historia. Elle porte des habits plus aisés et sur le décor autour figure un château avec des drapeaux. La pomme pourrait désigner ici le bébé d'Historia. Enfin, la troisième interprétation concerne la discussion entre Zeke et Armin dans le chemin qu'on a vu dans ce chapitre. Dans l'ending de la saison 2, Yugoro no Tori, on peut voir que le démon à cornes possède de longues oreilles et une barbe blonde, tout comme Zeke. Il faut savoir que tous les titans de la famille Jaeger, que ce soit Grisha, Eren ou Zeke, possèdent de longues oreilles. On remarquera aussi que le titan de Xaver, de par ses cornes, incarne également le démon de la terre. Zeke ayant hérité du titan bestial de Xaver, ils ne forment plus qu'un et peuvent tous deux représenter à la fois cette figure démoniaque. Sur cette iconographie se trouve aussi un individu tenant une balle ou une pomme dans sa main. Dans ce chapitre, on peut retrouver des éléments similaires comme la feuille que Armin tient dans sa main et qui apparaîtra comme une balle de baseball aux yeux de Zeke. La balle de baseball pourrait également être perçue comme la pomme. La pomme, ici, pourrait exprimer la réalisation d'Armin et de Zeke quant à la réelle signification de la vie. Isayama dans ce chapitre nous propose donc une nouvelle vision de ces illustrations. Bien sûr, il est tout à fait possible que les deux derniers chapitres changent encore une fois la perception qu'on en a. Mais globalement, l'idée est que ces différentes iconographies caractérisent des situations et des événements différents. しかし字の読み書きを覚え、母の真似事で本を読み出したとき、私は自分が孤独であることを知りました。どの本にも、親は子供に関心を示し、話しかけたり抱いたり叱ったりするものとして書かれていたのです。私にはそのどれも経験のないことでした。ある日私は好奇心から母に抱きついてみることにしました。母がどんな顔をするか興味があったのです。お母さん！結果は突き飛ばされただけでしたが、母が私に何かをしたことは初めてだったので、私にはそれが嬉しかった。こいつを殺す勇気が私にあれば。Ymir Fritz est né à une époque où la guerre, l'esclavage et la souffrance faisaient partie de la triste réalité de son quotidien. Depuis son plus jeune âge, elle a été soumise au peuple d'Eldia. Elle n'a jamais connu la liberté. Elle n'avait pas de foyer ni de personne à ses côtés qu'elle pouvait appeler famille. Sa vie était vide de sens. Elle n'avait d'autre choix que de se mouvoir dans le chagrin et l'envie en contemplant les autres boire, rire et s'aimer. Mais derrière ce monde dur et impitoyable s'en cachait un autre où nulle lumière ne parvient. Et c'est dans ce monde qu'Ymir souhaitait vivre. Un monde empli de bonheur et d'amour. En rentrant en contact avec la source de toute vie organique, elle a donné naissance à un corps grand, fort et immortel. Le corps de titan qu'elle a créé n'est autre que le reflet de ce qu'elle voulait être. Elle a pu matérialiser une carapace qui lui permettait de faire face aux fléaux et aux malheurs qu'elle voulait fuir à tout prix. Tandis qu'on pensait que le chemin était la prison d'Ymir, il s'agissait en réalité pour elle d'un monde libre qui transcende la mort. Malheureusement, le roi se servait d'elle pour bâtir son empire. Il l'a utilisée pour construire des routes, aménager de nouvelles terres cultivables et irriguer des ponts. Mais alors pourquoi Ymir ne s'est-elle pas rebellée? Eh bien la réponse est simple, car elle aimait le roi. Ce n'était qu'une jeune fille qui n'a jamais goûté à la liberté et qui ne connaissait pas la véritable signification de l'amour et de la famille. Bien que le roi la manipulée, le traitement qu'elle recevait de sa part participait à son bonheur. On peut faire un parallèle avec la relation qu'entretenait Historia avec sa mère. La reine d'Eldia lisait des livres où les parents s'occupaient de leurs enfants. Ils se parlaient, se faisaient des câlins et se battaient. Historia n'a jamais eu l'occasion de vivre ce type d'expérience. Même après s'être fait frapper par sa mère alors qu'elle essayait juste de lui faire un câlin, elle était contente car n'importe quel type d'attention contribuait à son bonheur. Grâce à ce squelette, Ymir est donc devenue ironiquement plus vivante qu'avant. Son souhait a été exaucé et elle a pu accéder à la vie qu'elle convoitait tant. Elle a attiré les regards et l'attention du roi qui la mettait sur un piédestal. Ce dernier lui a donné 3 enfants, Maria, Rose et Sina. Elle était utile et se sentait importante à ses yeux. Pour la première fois de son existence, elle avait enfin une famille et l'impression d'être aimée. Tout ce qu'elle désirait, c'était de pouvoir se lier aux autres et de créer des connexions.
Elle s'est attachée au roi Fritz et à ce monde ainsi qu'aux individus qui la composent. Elle valorisait les petits moments de plaisir qu'offrait la vie. Elle était reconnaissable et fidèle au roi, qui lui a fait ressentir des émotions qu'elle n'avait jamais perçues auparavant. Elle était bercée dans l'illusion d'un amour qui n'était en fait que factice. Le chemin est donc en réalité la personnification du vœu d'Ymir de rester connecté à l'humanité et aux Eldiens. Si elle s'est rangée du côté d'Eren, c'est parce que ce dernier l'a comprise et a su lui donner l'affection qu'elle recherchait depuis 2000 ans. Il l'a prise dans ses bras et lui a fait ressentir la chaleur d'un amour sincère. Elle a reçu de l'amour de sa part et c'est ce dont elle rêvait depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est à contre-cœur et en pleurs qu'elle détruit le monde magnifique dans lequel elle est née. Dans le chemin, des retrouvailles s'imposent pour Zeke et Armin. Pour le premier, c'est avec son mentor et son père. Face à eux, ils redeviennent nostalgiques du plan d'éradication douce qui consistait à effacer la faculté de reproduction chez tous les hommes, et donc le but premier de la vie qui est celui de se multiplier. De plus, mourir pour renaître dans le chemin ne serait pas une si mauvaise chose pour lui, car il pourrait rejouer au lancer de balle avec son mentor, Tangxaver. Zeke adopte donc enfin pleinement la philosophie d'Armin, car dans le passé, avec son plan d'éradication douce, il voulait supprimer la multiplication des Eldiens, mais pas pour la bonne raison. On a donc un Zeke qui redevient un enfant, voulant jouer de nouveau à la balle avec son mentor, moment dans lequel il se sent bien. Mais surtout un enfant n'appelant plus Grisha Jäger père, mais bien papa. Un fils qui remercie enfin son père de lui avoir donné la vie et de lui avoir permis de lancer et de recevoir une balle. Pour Armin, c'est face à Bertholdt qu'il va se retrouver. Ce dernier qui disait sur le toit d'une maison de Shigenshina devant lui qu'il devait exterminer tous les habitants des murs et qu'il n'avait pas le choix. 話をしたら全員死んでくれるか。僕たちの要求はわずか2つ。エレンの引き渡しと壁中人類の死滅。これが嘘偽りのない現実だ。アルミン、もう全ては決まったことだ。 Aujourd'hui, Armin nous dit l'acte contraire. C'est lui qui a ôté la vie, le pouvoir et les souvenirs du guerrier. Il sait malgré tout qu'il ne veut pas en rester là. Il lui offre alors une seconde vie en lui demandant de lui prêter sa force pour arrêter le grand terrassement. Tout comme Zeke le fait avec son père, son mentor et Eren Kruger. Ces 4 possesseurs de titans qui tiendront juste après dans le creux de leurs mains le sauveur de l'humanité. De l'autre côté, Zeke se sacrifie, décapité par Levi pour mener les hommes vers la victoire. Un destin qui semble être tracé et inscrit dans son nom. En effet, Zeke est le diminutif de Ézéchiel, qui est un prophète hébreu exilé à Babylone et qui œuvrait pour la libération du peuple d'Israël. Zeke, de la même façon, œuvre pour la libération du peuple d'Eldia. De plus, Zeke signifie victoire en allemand. Ce seront les premiers mots que son père prononcera lors de sa naissance. Et c'est bien dans la mort que Zeke obtient la victoire et respecte les dernières volontés de son père. Levi lui offre une mort à la fois vaine et pleine de sens. Le soldat le plus fort de l'humanité fera donc également l'expérience de l'absurde en accomplissant sa promesse dans un acte qui sonne creux. La fin de ce chapitre prendra un style plus comics, en mettant en place un Deus Ex Machina dans lequel Eren Kruger, Tangxaver, Grisha, Ymir et les frères Galliard viennent soudainement en aide à l'Alliance. Comme le disait Eren Kruger à Grisha, その行いが報われる日まで進み続けるんだ。死んでも死んだ後も。 Isayama offre enfin un visuel sur ces mots. On verra ainsi Bertholdt secourir la femme qu'il aime, Porco et Marcel venir en aide à leurs compagnons d'hier, mais également Ymir sauver une nouvelle fois Reiner. Ce chapitre se recoupe intelligemment avec les précédents en évoquant graphiquement d'anciennes scènes du manga. Mikasa tranche la bouche du titan Okapi, ce qui rappelle Levi qui avait coupé la mâchoire du titan féminin pour sauver Eren. Armin de la même façon est imbibé de salive. On peut aussi remarquer Eren Kruger qui attaque un titan comme il le fait pour fendre le bateau en deux à la fin de la saison 3. On reconnaîtra également 2 titans ancestraux que l'on avait déjà aperçus dans le chapitre 122. C'est comme si tout le manga se rematérialisait dans cette dernière bataille et dans ce dernier combat. Cependant, nous pensons que ce renversement de situation est beaucoup trop facile pour l'Alliance. La forme est trop simple et il ne s'agit sûrement pas de la finalité de l'histoire. Isayama au prochain chapitre nous dévoilera sûrement ce qu'il a véritablement derrière la tête.
Pour conclure cette vidéo, nous voulons revenir sur une théorie qui est devenue très populaire ces derniers jours, selon laquelle Eren se trouverait dans un cristal sur l'île du paradis et souhaiterait relancer le grand terrassement en touchant le bébé d'Historia qui aura hérité du titan bestial de Zeke. Nous ne croyons pas en cette théorie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela va à l'encontre de la philosophie d'Eren et du développement de son personnage d'utiliser un nourrisson contre son libre arbitre. Au chapitre 133, Eren n'a pas empêché l'Alliance de se transformer en titan alors qu'il en avait le pouvoir. Il laisse la liberté à ses amis de défendre la liberté du monde. De plus, dans l'épisode 10 de la saison finale, Eren montrait qu'il ne voulait pas que le bébé d'Historia hérite du titan bestial. わかりました。私は獣の巨人の継承を受け入れます。地ならしが我々の存続に不可欠である以上は。ヒストリア。壁を破壊し蹂躙された挙句家畜みてえに子供を産まされ殺されてやっと生きることが許されるっていうのなら俺はジーク・イエーガーの計画は到底受け入れられません。 Son objectif aura été de tout faire pour éviter cela. Il ne veut pas que cet enfant soit utilisé comme une arme et que les générations suivantes soient maudites. Selon nous, comme l'indique la page finale du manga, ce bébé naîtra dans un monde libre de toute fatalité et de malédiction. Voir Eren utiliser un bébé comme une arme pour réactiver le grand terrassement est très peu probable, car c'est contraire à ce qu'il cherchait à accomplir jusqu'à présent. Eren au chapitre 130 et dans l'épisode 10 de la saison finale explique que son but est que ses amis vivent le plus longtemps possible. 俺はお前らに継承させるつもりはない。なんでだ？お前らが大事だからだ。他の誰よりも。だから長生きしてほしい。 Nous ne savons toujours pas exactement toutes les raisons d'Eren, étant donné qu'Isayama nous cache son point de vue. Cependant, nous souhaitons toujours croire qu'Eren est un personnage humain qui a gardé une once d'humanité. Pour nous, la seule probabilité pour qu'Eren réactive le grand terrassement de la sorte serait qu'il soit contrôlé d'une certaine manière ou d'une autre. Sans oublier qu'on peut voir de ce chapitre qu'Ymir assiste sans rien faire à la riposte d'Armin et de Zeke. Elle ne semble pas vouloir intervenir puisqu'elle leur a permis de s'échapper. Selon Armin, elle attend quelque chose d'eux, comme si elle avait un plan. Alors quel serait l'intérêt pour elle d'obéir à Eren en relançant un second grand terrassement? Il faut également comprendre que ça fait plusieurs jours d'affilée qu'Eren utilise son titan ainsi que le pouvoir de l'originel. Auparavant, il pouvait à peine tenir quelques heures sans se retrouver épuisé à cause de l'utilisation prolongée de son titan. Il serait très incohérent qu'Eren ait la force physique nécessaire pour se déplacer jusqu'à chez Historia. Ensuite, on peut voir dans la dernière case du chapitre 131 qu'Eren n'a pas l'air de se trouver dans un cristal. Sans oublier que le parasite semble à tout prix vouloir se reconnecter à la tête de son titan. Si Eren était vraiment sur Paradis, le mille-pattes n'aurait aucune raison de faire cela. Voici pourquoi nous pensons que cette théorie est invalide. Hormis cela, le fait de contrôler un titan depuis l'île du paradis n'est pas impossible, car nous ne savons que très peu de choses sur le pouvoir des titans. On s'en rend bien compte avec le chapitre 135 que le pouvoir de l'originel mêlé à celui du marteau d'armes est hors de portée de la compréhension humaine, puisque des milliers de titans primordiaux ancestraux ont été invoqués. Cependant, il est vrai qu'un câble qui irait du fort de Slata jusqu'à Paradis semble absurde. Il ne reste plus que 2 chapitres pour conclure le manga et il est impressionnant de voir que personne ne peut prédire ou deviner avec certitude la conclusion de cette histoire incroyable. Tout cela est dû au fait qu'Isayama ne nous a toujours pas montré le point de vue de Eren. Bien que les actes d'Eren présentent certaines contradictions pour une raison que l'on ignore encore, selon nous, son objectif était et aura toujours été de protéger les êtres qui lui sont chers. Eren est avant tout un personnage humaniste et nous pensons qu'Isayama va le développer dans ce sens jusqu'à la toute fin de son récit. どうして外に出たいんだ？知りたいんだ。外の世界がどうなっているのか。塩が山ほどあるだけじゃない。炎の水、氷の大地、砂の雪原。きっと外の世界はこの壁の中の何倍も広いんだ。外の世界。ウォールマリアを取り戻して襲ってくる敵を全部倒したらまた戻れるの？あの時に。戻すんだよ。でももう全部は帰ってこねえ。ツケを払ってもらわねえとな。